En juin 1964, dans la petite ville de Hyde, le corps d'un garçon de 3 ans a été retrouvé dans un bâtiment abandonné. Pas seulement un corps, mais quelque chose qu'il était impossible d'expliquer avec des mots simples. À première vue, on aurait dit qu'il s'était simplement endormi et que quelqu'un l'avait laissé dans cet endroit mort. Mais il n'y avait ni coup de couteau, ni ecchymose, ni trace de violence. Juste un corps, sans aucun signe de lutte. Du moins, c'est ce que pensaient les premiers enquêteurs. L'examen initial n'a pas donné de réponse claire. Il était évident que la mort n'était pas due à une maladie ou à une cause accidentelle. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie est parvenu à une conclusion étrange. La cause de la mort était l'asphyxie, l'étouffement. Mais voici l'étrangeté. Il n'y avait aucune trace qui pourrait témoigner de la cruauté. C'était comme s'il s'était étouffé. Mais pourquoi ? Comment cela aurait-il pu se produire sans intervention extérieure ? À ce moment-là, les habitants, inquiets, disaient que ce n'était qu'un accident. Quelqu'un aurait pu laisser l'enfant sans surveillance et il serait tombé dans ce vieux bâtiment peu sûr. Mais le médecin légiste insistait sur un point. Cette mort n'était pas un accident. Elle n'était pas le résultat de causes naturelles. Pendant un certain temps, la police a essayé de comprendre s'il s'agissait d'un accident ou simplement d'un incident involontaire. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi le corps paraissait si calme et serein, sans trace de lutte, sans sang. Comme si le petit s'était simplement endormi et que personne ne l'avait touché. En réalité, cela restait absolument inexplicable. Lorsque la nouvelle de cette affaire a commencé à se répandre, les rumeurs en ville se sont enrichies de détails étranges. Un voisin a raconté avoir vu une femme étrange près du bâtiment abandonné, mais cela n'a donné aucune piste. Un autre a affirmé avoir entendu des rires d'enfants quelques heures avant la découverte du garçon, mais cela n'a pas non plus mené à des conclusions concrètes. Qu'y avait-il dans cette mort ? À première vue, rien d'inhabituel. Mais en y regardant de plus près, dans les yeux des témoins, des policiers et même des simples habitants, un sentiment est né. Ce n'était pas un accident. Trop de coïncidences étranges. Le corps a été retrouvé en plein centre-ville, près de ce même bâtiment qui était abandonné depuis longtemps. Personne ne pouvait imaginer comment un si petit être avait pu se retrouver dans un tel endroit. Les réponses ne venaient pas. La police était déconcertée. Le corps avait été retrouvé. La conclusion du médecin légiste était faite. Mais qui et comment aurait pu commettre un crime aussi silencieux, sans bruit ? La mort était violente, mais si dissimulée que, les premiers jours de l'enquête, personne ne pouvait trouver la moindre trace. D'une certaine manière, c'était le premier présage que cette tragédie à Hyde ne serait qu'un début. L'énigme restait entière, et la ville vivait ces moments terribles dans l'incertitude. Mais bientôt, quelque chose que personne parmi ceux qui enquêtaient sur cette affaire n'aurait pu prédire allait se produire. Les réponses commenceraient à arriver, et elles ne seraient pas celles que tout le monde attendait. Et maintenant, quelques jours plus tard, quelque chose de bien plus effrayant arrive dans cette même ville. Mais quoi exactement ? Hyde est une petite ville anglaise ordinaire. Rien n'y laissait présager le malheur, et pour les habitants de cet endroit, la vie s'écoulait de manière mesurée et tranquille. C'était un monde où les enfants couraient dans les rues, jouaient à cache-cache, et où les habitants se saluaient souvent, ne jugeant pas nécessaire de fermer leurs portes à clé. Le soir, lorsque le soleil se couchait à l'horizon, tout était calme et paisible. Cet endroit, semblait-il, ne pouvait pas être le centre d'une quelconque tragédie. Le comté de Trafford, où se trouve Hyde, était connu pour son industrie textile. De nombreuses familles y vivaient, travaillant dans les usines locales, et la ville restait une agglomération industrielle typique. Les gens ne se pressaient pas de partir, car ils étaient habitués à une vie mesurée, sans changement brusque. La plupart n'avaient pas besoin de divertissements bruyants ou extravagants.
Il leur suffisait de rentrer à la maison après une journée de travail, de retrouver leurs proches, de dîner et de s'asseoir tranquillement devant la télévision. Tout était si banal que n'importe quel habitant aurait pu dire « c'est ainsi que les choses doivent être ». À Hyde, il n'y avait pas de pic de criminalité. Au cours des 10 dernières années, un seul meurtre avait été enregistré, et même celui-là, selon les habitants, était lié à une vengeance personnelle, et non à quelque chose de grande envergure. Tout le monde se connaissait. Presque chaque famille pouvait être retrouvée sur de vieilles photographies accrochées dans les magasins et les pubs locaux. Les enfants jouaient dans le parc, et leurs mères discutèrent des nouvelles sur les bancs devant leur maison. Le temps ici s'étirait lentement, mais de manière stable. Mais dans ce monde tranquille, une mort allait bientôt dissiper l'illusion de sérénité. Une ville ouvrière ordinaire, à laquelle tout le monde s'était habitué, se retrouverait soudain au centre de l'attention. Le vent du changement n'apporterait rien d'autre que la peur. Il s'infiltrerait dans chaque maison, faisant douter les gens de ce qui leur paraissait autrefois sûr. Maintenant que la nouvelle de la découverte s'était répandue dans Hyde, les gens ne se sentaient plus aussi protégés qu'auparavant. Leurs souvenirs de jours tranquilles commençaient à s'effacer rapidement. Car personne ne pouvait comprendre comment une mort avait pu se produire dans un endroit comme Hyde. Tout ce qui s'était passé semblait impossible, incroyable et étranger à ce coin de l'Angleterre. Quelque chose avait changé. La peur était devenue une partie de la vie quotidienne. Et plus important encore, elle était devenue le moteur de l'enquête qui a suivi. Le mystère entourant la mort remettait en question toutes les anciennes notions de sécurité. On découvrirait bientôt que cette tragédie n'était pas accidentelle. Et ce qui était caché derrière la façade d'une vie ordinaire se révélerait sous un tout autre jour. Personne ne pouvait encore supposer que le prochain événement qui secouerait cette ville serait bien plus effrayant et cruel. Mais cela fait partie d'une autre histoire. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la découverte du corps du garçon à Hyde. La police menait l'enquête, mais sans résultat. Au début, tout le monde pensait que c'était un accident, un malheur qui aurait pu arriver dans n'importe quelle ville. Tout semblait explicable. Un bâtiment abandonné, sans surveillance, un hasard. Les habitants se rassuraient. Ce sont des choses qui arrivent. Même les voisins commençaient à oublier peu à peu cet incident, retournant à leurs occupations. Ils allaient au travail. Les enfants jouaient de nouveau dans la rue. Et la vie continuait. Mais, malgré la conviction qu'il s'agissait d'un tragique accident, la police continuait de chercher. Ils avaient parcouru toute la ville, interrogé des dizaines de personnes, écouté tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose. Mais tout se heurtait à un mur. Aucune piste, aucune trace. Même les rumeurs les plus folles, selon lesquelles quelqu'un aurait vu une silhouette étrange, se sont avérées vaines. Début juillet, la ville a commencé à se calmer progressivement, comme si rien ne s'était passé. Le silence est revenu à Hyde, mais un nouveau coup allait bientôt frapper. Un jour chaud d'été, un garçon de 4 ans disparaît. Cette fois, non pas d'un bâtiment abandonné, mais directement de la rue, d'un quartier considéré comme le plus sûr. La mère du garçon, comme beaucoup d'autres, ne pouvait tout simplement pas croire que cela se reproduisait. La police, qui avait réussi à relever des empreintes et à effectuer quelques recherches, ne trouvait à nouveau rien. Les jours s'écoulèrent sans résultat. Les équipes de recherche travaillaient, mais il n'y avait ni corps, ni signe que quelque chose de terrible était arrivé au garçon. Le silence. En apparence. Mais tout a changé lorsque, quelques jours plus tard, une semaine après, le corps a été retrouvé au même endroit que le premier. Le garçon a été retrouvé dans un autre bâtiment abandonné, dans le même quartier. Cette fois, c'était encore plus effrayant. À première vue, il n'y avait aucune trace de violence, seulement, à nouveau, un étouffement. Comme dans le premier cas, il ne montrait aucun signe de lutte, juste un corps, gisant seul dans un coin sombre.
Beaucoup ont commencé à penser que ce n'était qu'une répétition. Mais pour les enquêteurs, tout est devenu clair. Ce n'était pas un accident. La police comprenait maintenant que quelqu'un à Hyde s'en prenait aux enfants. Après le deuxième cas de disparition et la découverte du corps, il est devenu évident que ce n'était pas simplement une anomalie tragique, comme cela semblait au début. Dans cette ville tranquille, qui paraissait si sûre, agissait une personne capable de choses difficiles même à imaginer. La police a réalisé, ce n'est pas un simple accident. Un tueur en série est apparu à Hyde, et ses victimes étaient exclusivement de jeunes enfants. Cette découverte a été un choc pour tout le monde. La communauté locale, considérée comme si calme, était maintenant submergée par l'anxiété. On ne comprenait pas ce qui se passait. Mais une chose était évidente. Quelque chose d'inexplicable se produisait dans cette ville. Toute la ville se posait maintenant la question: qui est cette personne qui agit avec tant de sang-froid et de cruauté en choisissant de jeunes enfants? Il n'y avait pas de réponse. Mais les soupçons ont commencé à envahir tous les coins de cet endroit autrefois paisible. Et maintenant, la police avait pour mission de trouver le tueur qui continuait de semer la peur dans la ville. Mais on découvrirait bientôt que résoudre cette énigme serait bien plus difficile qu'il ne le pensait. Lorsque la police a commencé à enquêter sur le deuxième meurtre, elle s'est heurtée à un problème inattendu. Il n'y avait rien que l'on puisse qualifié d'indice traditionnel, aucune trace de lutte, aucune empreinte, aucun témoin. Tout ce qu'ils avaient, c'était un mode opératoire similaire. C'était un acte pur, réfléchi, de sang-froid. Tout ce qui liait ces deux cas était leur nature silencieuse et sans bruit. Mais aucun détail concret, aucune piste. Tout ressemblait à une page blanche. La stratégie d'enquête était claire. Il fallait interroger tout le monde, littéralement. Quiconque pouvait savoir quelque chose sur les enfants disparus devenait un témoin potentiel. Les policiers ont d'abord commencé par les personnes les plus proches, voisins, amis, connaissances. Les interrogatoires se sont succédés jour après jour, mais rien de nouveau n'est apparu. Personne n'avait rien vu d'inhabituel. Les portes et les fenêtres, comme toujours, étaient refermés, les enfants jouaient et les adultes vaquaient à leurs occupations. Quelqu'un se souvenait avoir vu les garçons jouer près des maisons, mais personne ne pouvait se rappeler de quelque chose d'important. Lorsque cela s'est avéré insuffisant, la police a élargi la zone de recherche. Ils ont commencé à parcourir de plus en plus de quartiers, à interroger des personnes qui n'avaient aucun lien direct avec les événements. Les enquêteurs cherchaient toute étrangeté, le moindre signe d'activité inhabituelle, de personnes suspectes. Tous les criminels locaux, tous ceux qui avaient déjà eu affaire à la justice, ont été vérifiés. Mais même parmi eux, rien n'a été trouvé. Les rues étaient sombres, silencieuses. Comme avant, toute la ville de Hyde était envahie par la peur, mais les faits restaient tout aussi vides. La police commençait déjà à perdre patience. Toutes ces interviews avec les voisins et les habitants ne menaient à rien. Étaient-ce des tragédies accidentelles? Ou y avait-il vraiment un criminel dans la ville, impossible à attraper? Il n'y avait pas de réponse. Et chaque jour, l'affaire devenait de plus en plus complexe. Mais alors, après que les enquêteurs ont commencé à réinterroger les gens, une première lueur est apparue. Un des voisins, un homme âgé vivant dans la rue où l'un des garçons avait été retrouvé, s'est enfin souvenu de quelque chose d'important. Il a dit avoir vu le garçon disparu quelques jours auparavant, peu avant sa disparition. Le garçon jouait avec une fille près de ce même bâtiment abandonné où le premier avait été retrouvé. Une scène ordinaire. Un jeu, des rires, comme tous les enfants. Mais ce qui a surpris le voisin, c'est qu'il ne se souvenait pas avoir déjà vu cette fille ici auparavant. Une fille? C'était la première piste. Pourquoi personne ne l'avait-elle remarquée plus tôt? Était-elle avec le garçon à ce moment-là? Et pourquoi personne ne l'avait-elle revue depuis? L'homme ne pouvait pas dire exactement qui elle était,
Il se souvenait seulement qu'elle était avec lui, comme n'importe quel autre enfant, juste une fille, sans signe particulier. Cette information n'était pas assez précise pour pointer immédiatement vers une suspecte, mais elle est devenue le premier pas vers la résolution de l'énigme. Peut-être que ce n'était pas un hasard. Peut-être que ce cas n'était que le début d'une nouvelle chaîne. Ainsi, avec ce seul détail, quelque chose de plus grand a commencé. La police pouvait maintenant suivre de nouvelles pistes. Cette fille, inconnue, étrange, est devenue le premier maillon de la chaîne. Que faisait-elle avec le garçon? Et pourquoi sa présence était-elle passée inaperçue si longtemps? Les réponses à ces questions allaient changer le cours de l'enquête. Et maintenant, la police avait pour mission de comprendre qui était cette fille et comment elle pouvait être liée à la disparition des enfants. La prochaine enquête promettait d'être bien plus complexe que ce que les policiers auraient pu attendre. Personne ne s'attendait à ce qu'un petit détail mentionné avec un mépris presque total devienne la clé de l'énigme. Lorsque le policier a interrogé le voisin au sujet de la fille qui jouait avec le garçon, celui-ci ne semblait pas accorder d'importance à ce souvenir. Mais pour les enquêteurs, c'était le premier élément qui commençait à former une image. Et lorsque l'on a su que cette fille venait du même quartier, la police a commencé à se demander « Et si elle n'était pas simplement un témoin fortuit? Et si elle faisait elle-même partie de cette histoire ?» La fille dont parlait le voisin a été identifiée. C'était Lily. 7 ans. En apparence, une fille ordinaire, rien de remarquable. Elle vivait dans la maison voisine, à quelques minutes de marche à peine de ce même bâtiment abandonné où les corps des 2 garçons avaient été retrouvés. La police a commencé à la vérifier. Quelques questions, des conversations avec ses parents. Les voisins ont commencé à jeter des regards suspicieux. Une enquête ordinaire pour une enfant qui se retrouvait soudain au centre d'une affaire aussi médiatisée. Mais bientôt, cette affaire a commencé à prendre une tournure étrange. Lors d'un autre interrogatoire, d'autres témoins ont commencé à confirmer avoir vu Lily aux mêmes endroits où les enfants disparaissaient. Le jour de la disparition du 2e garçon, plusieurs personnes ont affirmé qu'elle se trouvait près de ce bâtiment abandonné où les enfants allaient souvent. Elle traînait sans but, ne parlait à personne et n'avait pas d'objectif apparent. Elle se tenait simplement là et regardait. Cela devenait une coïncidence trop grande. Comment une fillette de 7 ans pouvait-elle se trouver si souvent près des lieux où se produisaient de tels événements tragiques? Pourquoi se retrouvait-elle à 2 points clés liés aux disparitions? Et pourquoi personne ne l'avait-elle remarqué plus tôt? Toutes ces questions ont créé autour de Lily une aura de suspicion, bien que dans les procès-verbaux de la police, son nom soit indiqué comme témoin et non comme suspecte. Mais plus les enquêteurs observaient son comportement, plus ils commençaient à se demander « Peut-être que ce n'est pas un hasard, peut-être que Lily cache vraiment quelque chose ». Les vérifications habituelles d'antécédents criminels n'ont rien révélé. Lily était trop jeune pour avoir des traces dans les bases de données criminelles, mais quelque chose dans son comportement commençait à inquiéter. La famille de la fille était connue dans le quartier, mais personne ne pouvait dire avec certitude ce qui aurait pu pousser une enfant à de tels actes. La police a commencé à la lier aux 2 cas tragiques, et cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Chaque jour, les soupçons se renforçaient. Lily n'était pas seulement un témoin, elle était un maillon important de cette enquête. C'était la première véritable percée, bien que ce ne soit pas la réponse finale. Tout indiquait que la fille savait quelque chose qu'elle cachait à tout le monde. La police a décidé de mettre la famille de Lily sous surveillance discrète. Que fait-elle quand on ne la voit pas? Comment se comporte-t-elle en présence d'autres enfants? Et surtout, comment se comporte-t-elle si elle ne sent pas l'attention sur elle? La surveiller est devenue une priorité. C'était le premier pas, et un pas très important, dans une affaire qui promettait de devenir bien plus complexe et angoissante qu'il n'y paraissait au départ. Dès que la police a commencé à surveiller Lily, ils ont commencé à se demander si la fille était vraiment impliquée dans ces crimes.
Alors son passé devait obligatoirement contenir des signes de cruauté qui pourraient laisser entrevoir son état psychologique. Il était peu probable que quelqu'un puisse faire preuve d'une telle cruauté sans signes avant-coureurs, même dans l'enfance. Tout cela semblait trop irréel pour qu'elle devienne une meurtrière sans raison. Mais que pouvaient-ils trouver dans son passé? Qui aurait pu leur dire ce qui s'était passé avec la fille avant cela? Les premiers entretiens avec les enseignants et les voisins n'ont pas immédiatement donné de réponse, mais des éléments troublants ont commencé à se cristalliser. Les enseignants se sont souvenus que Lily s'asseyait souvent seule en classe. On ne la voyait pas se lier d'amitié avec d'autres enfants. Elle pouvait rester assise pendant des heures à regarder un point fixe, sans remarquer ce qui se passait autour d'elle. Ce comportement effrayait parfois les enseignants. Ils ont noté que son attention était souvent concentrée sur des choses qui n'intéressaient pas les autres enfants. Par exemple, des insectes morts ou des objets étranges qui auraient pu susciter la curiosité des autres, mais apparemment pas celle de Lily. Le plus étrange, c'est qu'une voisine de Lily, une femme âgée, a récemment signalé avoir vu la fille, quelques mois auparavant, maltraiter cruellement un chat du quartier. La femme, inquiète, en a immédiatement parlé à ses connaissances, mais personne n'a approfondi les détails. Lily n'était qu'une fille étrange, pas une menace pour toute la ville. Mais après le deuxième meurtre, cette information a commencé à prendre un tout nouveau sens. Le récit de la voisine a été confirmé lorsque, au cours de l'enquête, les restes d'un chat ont été retrouvés dans les buissons près de la maison de Lily. Ce n'était pas simplement un chat mort de cause naturelle. Les restes montraient des signes de mauvais traitement. Ce n'était pas un cas isolé, mais quelque chose de bien plus horrible. Cette découverte a obligé la police à considérer Lily comme une personne bien plus dangereuse qu'il ne l'avait initialement supposé. Mais la découverte la plus troublante a été le moment où la mère de Lily a témoigné lors de son interrogatoire. Elle, comme la plupart des parents, était préoccupée par le comportement étrange de sa fille, mais n'avait jamais associé cela à quelque chose de grave. Lorsque l'enquêteur lui a posé une question directe, si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de sa fille, elle a répondu presque sans émotion. Elle a toujours été différente. Elle pouvait s'asseoir et regarder le mur pendant des heures, sans rien dire. Je pensais que c'était normal pour son âge. Cette citation, enregistrée dans les procès-verbaux, sonnait comme quelque chose qui cachait une vérité bien plus sombre. Ce que la mère considérait comme normal devenait pour la police un signal d'alarme. Tous ces faits réunis créaient une image dans laquelle Lily devenait de plus en plus suspecte. Son passé ne semblait plus si innocent. Ce n'était pas un épisode isolé. Il y avait dans sa vie des signes de cruauté qui commençaient à la faire sortir de la catégorie enfant ordinaire pour la placer dans celle de quelqu'un capable d'actes bien plus terribles. La police était maintenant convaincue. Lily n'était pas seulement une fille qui s'était retrouvée au centre de tragédie. Elle avait une histoire documentée de cruauté qui devenait désormais une partie intégrante de l'enquête. Une seule question restait: jusqu'où cet enfant pouvait-il aller si tous ces signes de cruauté étaient visibles bien avant les tragédies? La prochaine étape pour la police était une surveillance plus étroite de Lily, car il commençait maintenant à soupçonner que le comportement actuel de la fille pouvait cacher bien plus qu'il ne l'imaginait. À partir de ce moment, Lily était sous surveillance constante. Tout ce qu'elle faisait était maintenant méticuleusement enregistré, comme si chacun de ses pas était sous un microscope. Les questions sur son avenir devenaient de plus en plus insupportables pour tous ceux qui étaient impliqués dans cette enquête. Maintenant que Lily était sous surveillance constante, l'attention de la police a été attirée par son comportement envers les familles des victimes. Ce n'était même pas étrange, mais troublant. Comment expliquer qu'une fille, désormais suspectée de meurtre, se rende chez les parents des enfants décédés après les tragédies? Que pouvait-elle vouloir de ces gens, si ce n'est de la pitié ou de la peur? La police s'attendait à une réaction étrange, peut-être même agressive. Mais ce qu'elle a vu s'est avéré bien plus inapproprié. Après les funérailles du premier garçon,
Lily s'est rendue à la maison de ses parents. Sans prévenir, elle est simplement apparue sur le seuil, comme si rien de terrible ne s'était passé. Elle est entrée dans la maison et sans aucune gêne s'est approchée de la mère du défunt. La fille lui a simplement demandé « Il vous manque ? Je peux vous emmener le voir. » La mère, comme tout le monde, a été choquée par de tels mots, mais s'en est souvenue toute sa vie. Ce n'était pas seulement étrange, c'était inimaginable pour une personne qui venait de perdre son enfant. Ce cas, enregistré dans les procès-verbaux d'interrogatoire, est devenu le premier pas vers la prise de conscience que Lily n'était pas simplement une fille étrange. Elle était complètement étrangère à ce qui se passait autour d'elle. Il semblait qu'elle ne ressentait ni la douleur, ni la peur, ni le regret. Les questions qu'elle posait n'avaient aucun sens. Car comment un enfant, suspecté de meurtre, peut-il tranquillement demander si une mère regrette son fils décédé ? Et ce n'était pas un hasard. Quelques semaines plus tard, après le deuxième meurtre, Lily est de nouveau apparue aux funérailles. Elle est venue aux funérailles du deuxième garçon et, comme la première fois, s'est tenue à l'écart, observant les parents en pleurs. Personne ne pouvait comprendre ce qu'elle faisait là. Pourquoi était-elle là ? Elle n'a pas essayé de communiquer avec les proches des victimes, n'a montré aucune pitié ni aucune émotion. Elle se tenait simplement là et regardait, comme si tout ce qui se passait n'avait aucune importance pour elle. Sa présence aux funérailles de la deuxième famille n'était pas seulement étrange, elle était provocatrice, comme si elle n'évitait pas la tragédie, mais au contraire, y était attirée. C'était plus qu'un simple intérêt. C'était un comportement difficile à expliquer dans le contexte de tout ce qui se passait. Qui pourrait agir ainsi sinon quelqu'un qui cache quelque chose, quelqu'un qui se sent à l'aise alors que d'autres personnes vivent un chagrin incroyable ? Avec chaque acte de ce genre, Lily devenait de plus en plus suspecte. Dans ses actions, il n'y avait ni peur, ni honte. La police a compris que son comportement renforçait leurs soupçons. La fille n'était pas seulement impliquée dans la tragédie, elle semblait en jouir. C'était peut-être le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait expliquer ses actions, mais pour cela, il fallait comprendre ce qui se cachait dans sa tête. Maintenant, la police savait avec certitude, Lily n'était pas seulement une fille étrange, elle était dangereuse. Et son comportement aux funérailles ne faisait que confirmer qu'elle était bien plus froide et cruelle qu'on aurait pu l'imaginer. La police a déjà commencé à émettre des hypothèses selon lesquelles son comportement ne cachait pas seulement de la curiosité, mais quelque chose de bien plus sombre. Il a alors été décidé que pour y voir plus clair, il fallait la surveiller encore, plus attentivement. Lorsque toute l'attention s'est concentrée sur Lily, les enquêteurs ont commencé à comprendre que l'histoire pourrait ne pas être aussi simple qu'il y paraissait à première vue. La fille, en soi, était une figure étrange qui ne suscitait chez les autres que perplexité et peur. Mais plus l'enquête avançait, plus ils commençaient à douter qu'elle ait pu agir seule. Et si quelqu'un d'autre était derrière tout ça, quelqu'un qui n'était peut-être pas un suspect aussi évident, mais qui jouait son rôle dans ces tragédies? En se posant cette question, la police s'est de nouveau tournée vers les témoins. Ils ont commencé à réinterroger tous ceux qui auraient pu connaître Lily et son entourage, qui auraient pu remarquer le moindre détail. Et à un moment donné, l'un des témoins a raconté avoir vu à plusieurs reprises une autre fille, plus âgée, aux côtés de Lily. Souvent, cette fille apparaissait près de Lily, la suivant, mais ne participait pas aux jeux ou aux activités que les enfants observaient habituellement. La fille ne suscitait pas de soupçons évidents, mais sa présence aux côtés de Lily ne pouvait passer inaperçue. Les enquêteurs ont commencé à interroger les environs, et il est vite devenu clair. Il s'agissait d'une fille plus âgée que Lily. Elle s'appelait Sarah. Elle avait 10 ans. Ces deux enfants, Lily et Sarah, étaient souvent vus ensemble dans les endroits les plus inattendus, près des bâtiments abandonnés, aux mêmes endroits qui étaient liés à la disparition des enfants. Sarah ne se distinguait pas des autres. Personne ne la considérait comme particulièrement étrange. Cependant, ce qui a vraiment alarmé la police, c'est que Sarah
étaient souvent près de Lily au moment où les tragédies se produisaient. Et maintenant, ils avaient une nouvelle figure, un complice potentiel. La police a décidé de convoquer Sarah pour un interrogatoire. Contrairement à Lily, qui était sûre d'elle et ne ressentait pas de stress particulier, Sarah était visiblement effrayée. Elle n'était pas préparée aux questions qu'on lui posait, mais, apparemment, elle comprenait que sa participation à ces événements ne resterait plus inaperçue. Lors de l'interrogatoire, Sarah ne pouvait cacher sa peur. Elle a commencé à pleurer, répondant avec difficulté aux questions. À chaque réponse, les enquêteurs devenaient de plus en plus convaincus qu'elle en savait beaucoup plus sur les événements qu'ils n'y paraissaient. Mais plus important encore, elle n'était pas seulement un témoin, elle était impliquée. Lorsque l'enquêteur lui a posé une question directe, « Que se passait-il entre toi et Lily ?» Elle a fondu en larmes. Quelques secondes plus tard, entre deux sanglots, elle a finalement prononcé une phrase qui a secoué tout le monde dans la pièce. Lily me forçait à regarder de mauvaises choses. Elle a dit que je devais être avec elle. Si je ne le faisais pas, elle me ferait du mal. Ces mots ont pris la police par surprise. C'était un aveu qui changeait complètement la donne. Sarah a raconté que Lily avait toujours été le leader dans leur amitié et qu'elle la forçait à faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire seule. Sarah disait qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle était intimidée. Lily la manipulait, la forçant à faire des choses qu'elle n'aurait pas pu faire si elle n'avait pas cédé à ses menaces et à ses promesses. Sarah comprenait que ce n'était pas normal, mais selon ses propres mots, elle ne pouvait pas sortir de ce cercle. Maintenant, la police était confrontée à une toute nouvelle question. Lily était-elle seule, ou ses actions étaient-elles le résultat de manipulation de la part d'une fille plus âgée ? Lily et Sarah sont devenues deux figures qui étaient désormais les personnages centraux de l'enquête. Mais ce crime était-il vraiment l'œuvre d'un seul enfant ? Ou y avait-il une autre figure sombre derrière ces horreurs ? Ce tournant dans l'affaire a obligé la police à commencer à douter que Lily ait pu être la seule exécutante. Ils devaient maintenant la considérer comme faisant partie de quelque chose de plus complexe qu'un crime isolé. Sarah, avec ses aveux, est devenue un maillon important. Et la police a décidé qu'il fallait en savoir plus sur la façon dont leur lien avec Lily s'était développé, ce qu'elles faisaient ensemble, et dans quel environnement cette amitié étrange et effrayante avait grandi. Le fait que Sarah soit prête à parler a donné aux enquêteurs la direction nécessaire pour les prochaines étapes. Mais maintenant, ils devaient de comprendre jusqu'à quel point sa soumission et sa peur avaient pu influencer ses actions, et quelles conséquences auraient pu découler de cette pression anormale et cruelle. Lorsque les enquêteurs ont été confrontés à la possibilité qu'une petite fille puisse être impliquée dans des crimes aussi horribles, ils ont commencé à se poser une question importante. Un enfant peut-il vraiment être capable d'une telle chose ? Car selon les lois de la morale, la cruauté instinctive dont Lily avait fait preuve est rare à un si jeune âge. Les policiers n'ont longtemps pas pu comprendre ce qui se passait. Pour répondre à cette question, il a été décidé de faire appel à des experts, des psychologues professionnels, qui pourraient évaluer la situation du point de vue de la psychologie de l'enfant. Le premier à être interrogé fut un psychologue pour enfants expérimentés. Il a rencontré Lily et a eu plusieurs entretiens avec elle, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière son comportement. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer que la fille se comportait de manière inhabituelle. Même dans les cas où elle était assise dans la pièce, il semblait que ses pensées n'appartenaient pas à des enfants de son âge. Elle ne montrait aucune peur, ne ressentait aucune compassion. Il semblait que son monde était complètement séparé des émotions. Le sujet ne fait pas preuve d'empathie, a écrit l'expert dans sa conclusion. Il a également noté que Lily présentait des signes de psychopathie, ce qui était confirmé par son attitude envers les autres. Lorsque le psychologue a abordé le thème de la mort et des tragédies, Lily n'a montré aucune réaction émotionnelle. Elle en parlait calmement, comme si elle décrivait quelque chose de lointain, dépourvu de toute tragédie humaine. Le psychologue a également attiré l'attention sur son comportement envers les animaux
et plus précisément sur la cruauté dont elle faisait preuve. Quand Lily était plus jeune, elle n'hésitait pas à torturer de petits animaux. Cela avait été rapporté par les habitants, et cette information prenait maintenant de plus en plus d'importance. Au lieu de jouer avec les enfants ou de s'occuper des animaux domestiques, Lily préférait observer la souffrance des animaux, les menant parfois à une mort atroce. Il était également significatif que la fille n'évitait pas les tragédies, mais au contraire y était attirée. Elle se rendait chez les parents des défunts, posant des questions étranges. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni regret, ni même intérêt. Tout ce qu'il y avait, c'était une sorte de curiosité froide, comme si Lily ne ressentait rien de ce qui se passait autour d'elle. Après de nombreuses consultations, les psychologues sont arrivés à la conclusion que Lily était effectivement capable d'actes cruels. Elle était dépourvue de ce que l'on appelle les sentiments humains normaux, tels que l'empathie et la compassion. Cela faisait d'elle une criminelle potentielle, mais créait également des questions supplémentaires pour l'enquête, car la capacité à la cruauté, manifestée à un si jeune âge, témoigne souvent de problèmes plus graves dans la psyché. C'est bien qu'elle soit encore une enfant. Elle pouvait commettre des crimes qui ne viendraient pas à l'esprit de la plupart des adultes. L'analyse des experts a répondu à la question qui tourmentait la police depuis le début de l'enquête. Un enfant. Peut-il être capable d'une telle chose ? Et la réponse était sans équivoque. Oui, Lily pouvait avoir commis ces crimes. Mais cela a également posé aux enquêteurs une nouvelle question qui a fait entrer l'affaire dans une nouvelle phase. Comment prouver sa culpabilité ? Car, malgré sa froideur et son manque d'empathie, elle restait une enfant, et la loi a toujours imposé des exigences supplémentaires lorsqu'il s'agissait d'enfants. Les difficultés ne faisaient que commencer. La police avait maintenant pour tâche non seulement de rassembler des preuves qui mèneraient à une condamnation, mais aussi de comprendre comment construire précisément le dossier pour qu'aucun détail n'échappe à l'attention du tribunal. Pendant tout ce temps, la police était convaincue que la figure principale de l'enquête était Lily. Tout pointait vers elle. Son comportement étrange, son manque d'empathie, sa cruauté et ses manipulations envers les autres. Cependant, au cours des interrogatoires de Sarah, tout a changé. Ce que Sarah disait lors des interrogatoires commençait à remettre en question non seulement son propre rôle dans les événements, mais aussi toute la chaîne d'accusations dirigée contre Lily. Et soudain, presque de manière inattendue, l'enquête s'est retrouvée sur une fausse piste. Au début, tout semblait convaincant. Sarah accusait Lily de l'avoir prétendument forcée à participer à des actes horribles. Sarah racontait comment Lily la manipulait, l'intimidait et la forçait à regarder de mauvaises choses. Mais lorsque les enquêteurs ont commencé à lui poser des questions plus détaillées, les réponses ont commencé à s'embrouiller. Sarah a d'abord affirmé que Lily était directement impliquée dans tout, puis, lorsqu'on l'a interrogée avec plus d'insistance, elle a soudainement changé sa version et a dit que Lily n'était pas là du tout. Elle racontait qu'elle ne se souvenait de rien de ses actions lorsqu'elle se trouvait près des lieux des crimes. De plus en plus, on avait l'impression que Sarah essayait de cacher quelque chose. Les enquêteurs, comprenant que ces témoignages étaient contradictoires, ont décidé de vérifier son alibi au moment du deuxième meurtre. C'était une décision cruciale, aussi étrange que cela puisse paraître. C'était une question d'honneur pour l'enquête. Si Sarah mentait, il fallait découvrir pourquoi elle le faisait. Ils ont contacté sa famille, demandant de confirmer où elle se trouvait au moment où le deuxième meurtre a eu lieu. La réponse est venue rapidement. Les parents de Sarah ont assuré que le jour du deuxième crime, elle était à la maison. Ils ont confirmé que la fille n'était sortie nulle part, et encore moins près du lieu du crime. La famille n'avait rien remarqué d'inhabituel dans son comportement ce jour-là. Les témoignages de Sarah, qui auraient pu initialement être la clé de l'enquête, ressemblaient maintenant à une manipulation de sa part. Cela a fait réfléchir la police. Et si elle essayait simplement de rejeter la faute sur Lily, effrayée pour sa propre situation ? Peut-être était-elle simplement un témoin intimidé qui ne savait pas comment se sortir de cette situation et qui avait exagéré dans ses déclarations.
La police a décidé que la fille aînée n'avait probablement rien à voir avec les crimes. Oui, son comportement était étrange, mais on pouvait maintenant affirmer avec certitude qu'elle n'était pas complice, comme on le supposait auparavant. Ses témoignages n'avaient pas de base solide, et ses tentatives d'accuser Lily semblaient de plus en plus disproportionnées. Apparemment, elle était en réalité plus une victime de manipulation qu'une véritable complice. Cette version a eu l'effet d'une douche froide sur les enquêteurs, mais ils comprenaient maintenant que Lily était peut-être la seule suspecte. L'attention de l'enquête s'est de nouveau concentrée sur Lily. Le fait que la deuxième suspecte, Sarah, ait été exclue de la liste des coupables possibles a obligé les enquêteurs à se concentrer sur une seule fille. Son comportement continuait d'être paradoxal, mais tout pointait maintenant vers elle comme étant la principale coupable des crimes. Elle restait au centre de tous les soupçons. Maintenant, toutes les questions liées au mobile devaient être résolues. Lily était le seul maillon qui reliait toutes les parties de cette tragédie. La police ne pouvait plus ignorer son rôle dans ces événements. Mais une autre tâche se présentait à eux. Trouver des preuves qui confirmeraient sa culpabilité. De nombreuses questions restaient sans réponse. Mais l'enquête est finalement arrivée à la conclusion que Lily était très probablement l'auteur de ce cauchemar. La prochaine étape était évidente. La police devait se concentrer sur la recherche des preuves qui aideraient à prouver la culpabilité de Lily. Mais, comme on le sait, dans de telles affaires, il faut être prêt à tous les rebondissements, ce qui signifie que les enquêteurs devaient être prêts à des découvertes inattendues qui pourraient survenir au moment le plus inattendu. Après que l'enquête s'est concentrée sur Lily, une question importante est toujours restée en suspens. Oui, son comportement était étrange et même effrayant. Son lien avec les meurtres était évident. Mais quelle pouvait être la cause première d'une telle cruauté ? Pourquoi une fille de seulement 7 ans pouvait-elle faire preuve d'une telle cruauté et d'une telle insensibilité ? À ces questions, l'enquête ne semblait pas avoir de réponse. De tels actes étaient-ils le résultat d'une simple mauvaise éducation ? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre dans sa vie qui aurait pu la conduire à de tels actes ? La police a commencé à creuser plus profondément. Toute l'attention était dirigée vers sa famille, vers sa mère. C'était le moment où l'enquête a tenté de répondre à la question « Pourquoi ?», à travers le lien avec le passé de Lily. Les réponses qu'ils ont obtenues étaient, pour le moins, choquantes. La mère de Lily, à première vue, ressemblait à une femme ordinaire, mais, comme il s'est avéré, elle-même était loin d'aller bien. Les interrogatoires menés avec elle ont révélé une terrible vérité. Il s'est avéré qu'elle souffrait d'un trouble mental et son état s'aggravait chaque année. Dans les dossiers des services sociaux, il y avait des plaintes de voisins qui avaient entendu à plusieurs reprises des cris de leur maison, des plaintes pour agression, d'étranges éclats de violence. Elle semblait incapable de gérer sa propre vie et son état émotionnel ne faisait qu'envenimer l'atmosphère à la maison. La mère de Lily, lors de son interrogatoire, a avoué avec une franchise surprenante qu'elle pouvait parfois se comporter cruellement avec sa fille. À un moment donné, lorsqu'on lui a demandé comment elle communiquait avec Lily, elle a prononcé doucement une phrase qui a secoué tous ceux qui se trouvaient dans la pièce. Je lui disais qu'elle était le diable. Ces mots, prononcés par la mère, n'ont pu que provoquer un choc chez les enquêteurs. La fille, selon ses dires, était quelque chose d'incroyable. Et la mère faisait tout son possible pour la réprimer. Rétrospectivement, il était difficile de dire ce qu'elle voulait dire exactement. Mais le simple fait que la mère soit si sûre de ses paroles laissait place au doute. Les plaintes des voisins ne faisaient qu'alimenter cette noirceur. Les voisins racontaient ça que Lily restait souvent seule à la maison toute la journée, souvent sans aucune surveillance. La mère de Lily partait au travail et la fille restait enfermée dans la maison, où il n'y avait ni autres enfants, ni adultes. Elle passait son temps seule, inventant peut-être des jeux étranges ou observant ce qui se passait dans son monde clos. Sans aucun doute, de telles conditions de vie ont pu jouer un rôle dans la formation de son monde intérieur, dans la façon dont elle percevait les autres.
Une telle expérience était catastrophique pour un enfant. Lorsque les enfants sont privés de soins et de soutien normaux, ils commencent souvent à chercher une issue dans d'autres formes d'expression, ce qui, dans le cas de Lily, a conduit à des conséquences extrêmement troublantes. Mais, malgré toute la douleur et la pitié pour son passé, cela ne pouvait justifier ses actes. Maintenant que les enquêteurs savaient qu'il y avait dans sa vie de nombreux facteurs horribles qui auraient pu conduire à la cruauté, ils se heurtaient toujours au fait que personne, pas même elle, ne pouvait expliquer pourquoi Lily était allée à de telles extrémités. Elle avait une âme traumatisée, mais quelque part, au plus profond d'elle-même, elle a manifesté de l'agressivité et une absence de sentiments enfantins normaux. Elle ne considérait pas les souffrances des autres comme importantes. Le fait qu'elle puisse jouer avec des êtres vivants, torturer des animaux, la privait de valeurs humaines, la rendant complètement étrangère à la vie ordinaire. Que se passait-il dans son âme lorsqu'elle se tenait près des maisons où des enfants étaient tués? Pourquoi ne ressentait-elle pas de peur? Ne s'inquiétait-elle pas des conséquences de ses actes? Pourquoi n'avait-elle pitié ni de ceux qu'elle utilisait, ni de ceux qui souffraient de son intervention? Il n'y avait pas de réponse à ces questions. Lily était enfermée dans son propre monde, où la réalité se mêlait au fantasme, et où la douleur était le seul moyen de sentir qu'elle existait. Maintenant que la police avait déterré tous ces détails effrayants de sa vie, ils étaient convaincus que tout cela faisait partie d'un tableau plus complexe qu'un simple acte de cruauté enfantine. C'était le résultat de nombreux facteurs qui avaient conduit à ce moment. Mais une chose était évidente. Lily n'était pas simplement une pauvre enfant qui s'était retrouvée dans des conditions difficiles. Son état mental, sa froideur et son absence de compassion étaient le résultat d'un long et douloureux chemin qu'elle avait parcouru seule. Tout cela ne faisait qu'aggraver le tableau. Maintenant que l'enquête pouvait comprendre pourquoi Lily était devenue ainsi, les questions sur ses actions devenaient plus claires. Mais elle restait toujours celle qui portait la responsabilité de la mort de 2 enfants. Néanmoins, la connaissance de son passé ne faisait que compliquer la tâche de l'enquête. Il n'y avait cependant aucune excuse. Maintenant, Lily faisait face à la vérité, et toute l'attention de l'enquête se concentrait sur elle. La mère et son histoire faisaient partie de cette vérité, mais n'étaient pas le facteur décisif. La résolution de cette énigme commençait avec Lily elle-même. Septembre 1964 marqua un tournant dans l'affaire Lily. Quelques semaines auparavant, l'enquête avait atteint un point critique. Toutes les preuves indirectes avaient été rassemblées, les entretiens avec les voisins, les expertises psychologiques, et même les témoignages de Sarah elle-même, la fille, qui avait déclaré que Lily la forçait à participer à des actes horribles. Tout cela avait rassemblé les faits nécessaires, mais une question demeurait. Comment Lily réagirait-elle à des accusations directes? Pourrait-elle craquer sous la pression? Ou continuerait-elle à garder le silence comme elle l'avait fait jusqu'à présent? Le moment était venu où les enquêteurs ont décidé de jouer le tout pour le tout. Ils ont organisé un interrogatoire officiel au cours duquel Lily devait répondre à toutes les accusations. Dans la pièce se trouvaient non seulement l'enquêteur, mais aussi un psychologue et un travailleur social pour contrôler le processus. C'était le moment de vérité, le moment où une fillette de 7 ans devait faire face à la réalité et peut-être avouer sa culpabilité. L'enquêteur la regarda, essayant d'établir un contact, et commença par une question simple, mais décisive. « Nous savons que tu étais là. » La question n'était pas nouvelle pour Lily, mais maintenant elle était assise juste en face d'eux. Sa réponse fut brève et vide, comme toujours. « Je n'ai rien fait. » Tout son corps disait qu'elle était prête à nier, prête à fuir la vérité à tout prix. L'enquêteur n'a pas abandonné. Il a continué à insister, vérifiant chaque détail. On t'a vu avec le garçon. Tu étais là. Tu le connaissais. Tu étais à côté quand c'est arrivé. Lily garda de nouveau le silence,
son regard fixé sur la table. Elle ne regardait pas dans les yeux. C'était le premier moment troublant. La fille, habituée au silence et évitant les émotions, se cachait maintenant du contact direct. L'interrogatoire s'est poursuivi. L'enquêteur a tenté de la coincer en lui montrant des photos des victimes. Il a posé devant elle les images des 2 garçons qu'elle aurait tués. Mais sur le visage de Lily, pas le moindre signe d'émotion. Ni surprise, ni peur, ni regret. Rien. Elle restait simplement silencieuse et regardait les photos, sans rien exprimer. Toute sa réaction était d'une froideur effrayante. Puis l'enquêteur a rappelé les témoignages de Sarah et a mentionné son nom, essayant de provoquer la moindre réaction. Lily, sans hésiter, a répondu d'une voix froide « Elle ment. Elle a juste peur. » Dans sa voix, il n'y avait pas le moindre signe de confusion, pas la moindre trace de doute. Pour Lily, Sarah n'était qu'une ennemie. Une autre figure qu'elle pouvait facilement écarter dans son monde où rien ni personne n'avait d'importance, sauf elle-même. L'enquêteur était déconcerté. Il s'attendait à un signe, même infime, que Lily allait céder, qu'elle allait craquer sous le poids des preuves. Mais elle continuait de résister. Elle était assise devant eux, comme un roc, froide, impénétrable, comme s'il n'y avait aucun sentiment de culpabilité, absolument rien. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement un vide, caché derrière un silence superficiel. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de continuer à faire pression. Mais à un moment donné, il est devenu clair. Ses méthodes habituelles ne fonctionneraient pas avec cette fille. Elle n'était pas comme les autres enfants, qui auraient sans qu'à pleurer, se seraient repentis ou auraient au moins commencé à se justifier. Lily était quelque chose d'autre. Et maintenant, l'enquêteur comprenait que pour la briser, il faudrait l'aborder sous un autre angle. Le temps passait, et c'était comme un jeu de nerfs. L'enquêteur, ayant renoncé aux techniques psychologiques ordinaires, a décidé de recourir à une stratégie plus astucieuse. Il savait qu'il y avait une petite mais importante circonstance qui pourrait sortir Lily de son refuge de silence. Il la regarda attentivement et, presque avec sarcasme, prononça « Tu ne penses quand même pas que tu passeras inaperçu. Nous savons que tu l'as fait et nous savons exactement comment c'est arrivé. Tu as laissé des traces que nous pouvons trouver. » Il a fait comprendre que les enquêteurs disposaient d'informations que Lily ne pouvait ignorer. Il a fait une pause, laissant son imagination lui peindre un tableau terrible. Sa réaction fut lente, comme si elle essayait de comprendre ce qu'on venait de lui dire. Et voilà que, quelques secondes plus tard, elle regardait de nouveau l'enquêteur. Mais dans ses yeux, une ombre de doute était apparue. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de poser la question suivante, une question à laquelle seul le meurtrier pourrait répondre correctement. Cette question pouvait être petite, mais elle était significative. Elle décidait de tout. « Tu as laissé des traces sur la scène du crime, » dit-il avec assurance. « Comment as-tu pu l'éviter » La petite fille s'est soudainement figée, comme si elle avait été prise au piège. Ses doigts se sont légèrement crispés sur la coudoir de la chaise. C'était le moment où tout pouvait changer. Lily gardait le silence, mais dans son silence, dans son immobilité, se cachait une vérité qu'elle ne pouvait dissimuler. Elle n'a pas craqué. Mais il était évident qu'elle cachait quelque chose. Maintenant, les enquêteurs le savaient. Ils étaient arrivés au bord du gouffre. Lily était la seule source d'information. Son silence était sa protection, mais il la mettait aussi au pied du mur. La conclusion était unique. Dans cette confrontation, l'enquête ne pouvait qu'attendre ce qui allait se passer ensuite. Que dirait la fille ? Craquerait-elle ou continuerait-elle à tout garder secret ? La prochaine confrontation avec Lily pourrait être décisive. Les enquêteurs, sentant que Lily commençait à perdre le contrôle, ont décidé de ruser.
Après un long silence et ses tentatives de nier avec assurance tout ce qui s'était passé, ils ont compris qu'il fallait quelque chose de nouveau, un fait qui la forcerait à affronter la réalité. Ce n'était pas tant un piège qu'un test de sa réaction à un moment qui serait une surprise pour elle. Et le moment est venu où ils étaient pas prêts à lui poser la question qui pourrait tout révéler. L'enquêteur la regarda calmement et prononça une phrase qui la prit par surprise. « C'est toi qui lui as griffé la main ?» Lily se figea. C'était la question même qui pouvait révéler son mensonge, si elle essayait de dissimuler les traces du crime. Mais les enquêteurs ne s'attendaient pas à ce qu'elle réponde avec autant d'assurance. Il n'y avait pas de griffure sur le corps de l'un des garçons, et ce fait, sur lequel la police mettait l'accent, n'était connu que d'eux. Cela faisait partie de l'enquête, qui n'avait pas encore été divulguée à la presse, et personne, à l'exception des enquêteurs, ne le savait. Le piège était que Lily pouvait ne pas connaître ce fait, mais elle a immédiatement, comme prévu, répondu « Non, je ne l'ai pas griffé. Il est juste tombé quand je l'étouffais, et il a fait tomber sa petite voiture bleue, dit-elle. » Cette réponse fut un véritable choc. Non seulement Lily n'était pas tombée dans son propre mensonge, mais elle avait révélé l'élément clé qui pouvait tout renverser. La petite voiture bleue, ce même jouet qui avait été retrouvé sous le corps du deuxième garçon. Ce fait n'avait pas été révélé dans la presse. Seule la police le savait. Et plus important encore, seule elle le savait. La meurtrière. Ce moment a été une percée. Lily a dit quelque chose que personne, à part elle et ceux qui étaient directement liés à l'enquête, ne pouvait savoir. Et à ce moment-là, tout est devenu clair. Elle n'était pas seulement une suspecte. Elle était la meurtrière. Sa réponse est devenue une preuve irréfutable de sa culpabilité. Elle n'a même pas réalisé que c'était précisément ce moment qui était devenu décisif. Maintenant, les enquêteurs n'avaient plus de doute. La réponse de Lily ne laissait aucune place aux suppositions. La petite voiture bleue, tombée lors de la commission du crime, était un détail que des témoins fortuits ne pouvaient pas connaître. Lily avait été prise au piège, et son propre aveu est devenu la preuve qui valait plus que toutes ses réponses précédentes. C'était la découverte la plus importante, et elle a définitivement resserré l'étau autour d'elle. Mais une nouvelle question se posait maintenant. Que ferait-elle ensuite? Comment se défendrait-elle? Les enquêteurs avaient dès à maintenant la possibilité d'aller plus loin, mais comme toujours, chaque pas exigeait de la prudence. Lily s'est avérée être une figure moins simple qu'il ne le pensait. Lorsque l'enquêteur a prononcé cette phrase, tout a semblé se figer. Il n'a pas crié, n'a pas élevé la voix, n'a pas essayé de l'effrayer. Il a simplement dit « Personne ne savait pour la petite voiture, Lily ». Ces mots ont résonné dans la pièce, et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé dans son petit monde. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus nier l'évidence, mais au lieu de pleurer, de craquer, ou même d'être désemparée, Lily s'est simplement figée. Son visage est resté aussi calme qu'auparavant. Même à ce moment, alors que tout semblait résolu, elle n'a montré aucun signe de remords. La pause s'est prolongée et l'enquêteur a suivi attentivement sa réaction. Il savait qu'elle avait entendu ce qu'il avait dit et il fallait maintenant comprendre ce qu'elle déciderait. Pendant tout l'interrogatoire, elle n'avait montré aucune émotion et c'était particulièrement visible maintenant. Elle ne panique pas, ne commence pas à se justifier, n'essaie pas de détruire son propre mensonge. Elle était simplement assise, silencieuse. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur. Il y avait autre chose. De manière inattendue pour tout le monde, Lily a commencé à parler. Elle n'a pas sangloté, n'a pas essayé de se justifier. Elle a simplement commencé à raconter. Tout ce qui s'était passé a été exposé froidement et mécaniquement, comme si elle ne faisait que raconter des événements qui n'avaient rien de personnel pour elle. Je les ai étouffés parce qu'ils étaient trop bruyants, dit-elle, sans changer d'intonation. Cela sonnait comme si elle parlait de quelque chose de tout à fait ordinaire, peut-être même de banal.
Je l'ai fait rapidement pour qu'il ne crie pas, a-t-elle poursuivi. Elle n'a pas insisté sur les détails, n'a pas essayé de susciter la pitié, ne s'est pas excusée. Elle parlait simplement, comme si on lui avait demandé de rédiger un rapport. Ses paroles continuaient, et il n'y avait ni peur, ni doute. Elle n'essayait de rien cacher, ne montrait pas la moindre émotion. Ce n'était pas un aveu, mais une simple description des événements, comme si elle ne se souciait pas de ce qui s'était passé, comme si elle ne réalisait pas que c'était un crime, mais juste un moment quotidien. Les moments où elle étouffait les enfants, où elle restait à côté d'eux, où elle observait leur souffrance. Pour elle, c'était une affaire courante. Elle n'a pas paniqué, n'a pas tenté de fuir ce qu'elle avait fait. Au moment de réaliser son erreur, lorsqu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus nier la vérité, elle a simplement continué à parler. Ce n'était pas une confession, mais une exposition factuelle des événements. Elle parlait comme si elle racontait les erreurs des autres et non les siennes. Et il n'y avait ni regret, ni remords. Pour elle, c'était une affaire ordinaire qui ne méritait pas d'émotion particulière. Ce moment a été un tournant. Lily a finalement craqué, mais pas dans le sens où cela se produit habituellement dans les films pour enfants, avec des sanglots et des aveux. Elle ne s'est pas apitoyée sur son sort, n'a pas essayé d'expliquer pourquoi tout s'était passé. Pour elle, c'était comme l'accomplissement d'une obligation, quelque chose qu'elle devait faire pour continuer sa vie, sans changement. L'enquêteur, comprenant qu'il avait maintenant tout ce qu'il fallait pour conclure cette affaire, est resté assis avec la même expression froide. Il savait que rien n'aurait pu changer le fait que Lily était coupable. Elle avait tout avoué elle-même. La réponse à la question qui le tourmentait depuis si longtemps, quelle était la cause de sa cruauté, était maintenant beaucoup plus claire. Mais dans ces mots, dans cette franchise, il n'y avait pas une once de chaleur humaine, et c'était peut-être le plus effrayant. Lily n'a montré aucun remords, et ses aveux ont été comme le point final d'une histoire qui a secoué tous ceux qui étaient liés à cette enquête. Les enquêteurs ont compris. Ils ne pouvaient plus chercher d'excuses à ses actes. Lily était une personne dangereuse, et il ne leur restait plus qu'à mener l'affaire à son terme pour que justice soit faite. Après que Lily a avoué avoir commis les meurtres, les enquêteurs ont enfin pu obtenir une image précise de la façon dont tout s'était passé. On savait qui, mais la question restait. Comment exactement avait-elle commis ces actes terribles? Comment une petite fille pouvait-elle commettre de tels crimes de manière calme et méthodique? C'est sur ce point que l'enquête s'est concentrée, et ils allaient maintenant reconstituer tous les événements, étape par étape. Les enquêteurs ont demandé à Lily de faire une reconstitution des crimes. Sur la base de ces témoignages, il est devenu clair que tout avait été réfléchi et soigneusement planifié. Lily, selon ses dires, attirait ses victimes dans des endroits déserts et isolés sous prétexte de jouer. Elle les invitait à une promenade ou leur disait simplement qu'ils pouvaient jouer avec elle. Dans son monde, plein de solitude et de sang-froid, cela ne semblait pas être un simple jeu. C'était un moyen de garder le contrôle de la situation, un moyen de gérer un sentiment de puissance. Ses victimes, ne se doutant de rien, la suivaient. Elle les menait là où personne ne pouvait les aider. Là, seule, elle agissait. Lily les étouffait. Tout ce qu'elle faisait était impassible, de sang-froid, avec un calme pervers. Elle n'essayait pas de s'arrêter, ne s'inquiétait de rien. Une fois le travail terminé, elle partait simplement, laissant derrière elle un silence de mort et un vide. Après son retour à la maison, tout recommençait. Lily observait les recherches. Elle suivait discrètement les adultes qui tentèrent de retrouver les enfants disparus. Elle savait que la police avait fouillé chaque recoin de la ville, que les proches s'inquiétaient. Et puis, les funérailles. Lily était de nouveau là. Elle se tenait tranquillement à l'écart, observant les parents perdre espoir, se déchirer de chagrin.
Leur souffrance ne la dérangeait pas. Cela ne provoquait dans son âme ni douleur, ni pitié. Elle observait leurs émotions car c'était la seule chose qu'elle pouvait ressentir. Les expériences des autres étaient pour elle comme un spectacle. Chaque étape, de l'attrait des enfants à leur mort, et après, lorsqu'elle était de nouveau aux côtés de ceux qui souffraient, faisait partie de son propre processus psychique. Toute cette séquence d'actions était dépourvue de toute empathie humaine. C'était une séquence d'étapes froides et planifiées, qui suivait une logique que seule elle pouvait comprendre. La réponse à la question de savoir comment cela s'est produit était simple. Ce n'était pas un hasard. Tout était réfléchi. Lily ne jouait pas seulement avec les enfants. Elle les utilisait. Elle les manipulait pour éprouver le contrôle, pour sentir le pouvoir. Chacun de ses pas, chacune de ses actions, y compris l'observation des funérailles, faisait partie de son besoin pervers de domination. La reconstitution a prouvé que Lily n'était pas une victime accidentelle des circonstances. Elle était le personnage principal de son propre jeu, dans son propre monde, où il n'y avait pas de place pour la pitié, où la vie humaine n'était rien, et où le chagrin des autres n'était pour elle qu'un arrière-plan pour ses propres objectifs. Tout ce qui s'est passé faisait partie de son plan réfléchi, de sa séquence de sang-froid. C'était la fin de toute l'histoire. L'enquête avait maintenant entièrement compris comment cela s'était produit. Il ne restait plus de questions. Lily ne tuait pas seulement des enfants, elle les manipulait, mettait en scène son propre spectacle qui ne pouvait se terminer que comme elle l'avait elle-même prévu. Janvier 1965. Le procès, qui devait être le point culminant de cette horrible affaire, ne ressemblait pas au procès habituel. La question de la peine se posait au juge non pas comme une simple question de justice, mais comme un dilemme moral qu'il fallait résoudre dans des conditions où les lois elles-mêmes ne semblaient pas préparées à un tel cas. Tout était prouvé. Lily avait avoué, l'enquête avait rassemblé tous les faits, les témoignages, et ses actions étaient suffisamment froides pour ne laisser aucun doute. Mais il y avait un point décisif. Le criminel était un enfant. Comment la loi devait-elle traiter un meurtrier de 7 ans? Quelle est la mesure de la peine pour quelqu'un qui n'est pas encore capable de comprendre pleinement les conséquences de ses actes, mais qui a déjà commis des choses aussi terribles? Dans la salle d'audience, malgré la gravité des accusations, un silence étrange régnait. L'âge très jeune de l'accusé remettait tout en question. Un enfant de 7 ans peut-il être jugé comme un adulte? Ou le système de justice doit-il agir différemment en tenant compte de son âge et de son état mental? Des questions auxquelles il n'y avait pas encore de réponse claire, mais qui flottaient dans l'air. Les psychiatres, invités au procès, ont présenté au tribunal une expertise sur l'état de Lily. Ils étaient tous d'accord sur un point. Elle représentait un danger pour la société. Malgré son âge, elle était consciente de ses actes et ne montrait aucun signe de remords. Son état mental, selon les experts, indiquait la présence de graves déviations. Cependant, malgré cela, tous étaient unanimes sur un point. En raison de son âge, elle ne pouvait pas être considérée comme pleinement responsable, comme un criminel adulte. C'est précisément ce qui mettait le système de justice dans une position extrêmement inconfortable. Le tribunal a reconnu Lily coupable de 2 meurtres, mais, comme on pouvait s'y attendre, en raison de son âge, elle ne pouvait pas être envoyée en sortant d'un prison. Cela semblait un paradoxe. Un criminel qui a commis des actes aussi terribles, mais qui n'a pas encore atteint l'âge où il pourrait être puni par la loi. Alors, que restait-il? Le tribunal, en délibérant sur son danger et son état mental, a décidé que dans ce cas, la seule punition possible serait une clinique psychiatrique. Lily a été condamnée à être détenue dans une clinique psychiatrique de haute sécurité pour une durée indéterminée. Elle devait y rester jusqu'à ce qu'elle soit jugée ne plus représenter une menace pour la société. Ce n'était pas une incarcération en prison, mais une isolation dans un établissement spécialisé où son état pourrait être contrôlé et où elle-même pourrait peut-être suivre un traitement.
La conclusion du tribunal a été difficile pour tout le monde, mais elle mettait un point final à la manière dont la loi doit traiter ceux qui ne sont pas encore capables de prendre pleinement conscience de leurs actes. Lily, malgré sa cruauté, restait une enfant aux yeux du système, mais ses actions continuaient de porter en elle un danger mortel. Ce verdict a clos les questions sur sa punition, mais n'a pas résolu ce qui adviendrait d'elle par la suite. Serait-elle un jour jugée sans danger pour la société ? Il ne restait plus qu'à attendre combien de temps il lui faudrait pour cesser d'être une menace. Ainsi s'est terminée l'une des affaires les plus horribles et les plus étranges de l'histoire de la justice locale. Mais pour Lily, ce n'était que le début d'une nouvelle étape. Comment se comporterait-elle dans la clinique psychiatrique ? Quel avenir l'attendait ? Personne ne le savait. Mais une chose était claire. L'enquête avait tout fait pour l'arrêter. L'affaire Lily s'est terminée, et avec elle, de nombreuses questions ont été closes. Mais pour tous ceux qui ont été liés à cette enquête, elle est restée dans les mémoires comme une terrible énigme. Le verdict a été rendu, et elle a été placée dans une clinique psychiatrique de haute sécurité. Mais que s'est-il passé ensuite ? Qu'est devenue cette fille qui a commis des actes aussi terribles ? Cette question est restée sans réponse. En apparence, tout semblait terminé. Le crime était résolu, la peine prononcée. Mais que s'est-il passé ensuite ? Les informations sur son sort ultérieur ont été classifiées. Selon la loi britannique, après avoir purgé sa peine, Lily a reçu de nouveaux documents et l'anonymat. Cela a été fait pour la protéger d'éventuelles tentatives de justice populaire. Cependant, cette protection signifiait également que son sort était désormais caché de tous. Aucune information sur l'endroit où elle se trouve ou sur ce qui lui arrive n'était disponible. Elle a été libérée, mais où est-elle maintenant ? Personne ne le savait. Pour les habitants, pour ceux qui se souvenaient de ces crimes, ce fait était difficile à accepter. Comment est-ce possible ? Elle disparaît tout simplement. Comment peut-on oublier la fille qui est devenue l'incarnation d'une terrible cruauté, puis qui a soudainement disparu, sans laisser de traces ? Car les questions demeuraient. Comment est-elle maintenant ? A-t-elle pu changer ? Et surtout, représentera-t-elle à nouveau une menace pour la société ? Mais personne ne le savait. Le sort de Lily est resté caché. Cela a clos le côté factuel de l'affaire, mais a laissé la question principale sans réponse. Qu'est-elle devenue par la suite ? C'était une question qui préoccupait non seulement ceux qui étaient liés à l'enquête, mais aussi les gens qui continuaient à vivre avec le souvenir de ce qui s'était passé dans leur ville. L'histoire de Lily ne s'est pas terminée au tribunal. Elle a simplement continué d'exister dans ce qui était caché aux yeux de tous. Lily est devenue une partie de l'histoire que tout le monde aurait voulu oublier, mais qui est restée dans les mémoires, comme quelque chose d'inexplicable, d'étrange et d'effrayant.